Grand 1, le respect, c'est le contraire de la violence, car la violence, elle réduit l'autre au statut d'objet et de moyen. Le respect ne réduit pas. Deuxièmement, le respect, ça ressemble à l'inclination, à l'amour, à la crainte, à l'admiration, mais c'est pas pareil. Troisièmement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le respect? Alors, donnons-en la définition de Kant, elle est admirable. Et qu'est-ce que nous dit Kant? Eh bien, c'est que le respect, c'est le sentiment moral. C'est le sentiment moral qu'il vient de la raison et qu'il consiste à ne pas réduire l'autre au statut de moyen. Voilà ce que dit Kant, cette fois-ci dans la critique de la raison pratique. Le respect, c'est le sentiment moral. Il vient de la raison. Il consiste à ne pas réduire autrui au statut de moyen. Voilà ce que dit Kant. Le respect, c'est le sentiment moral. Il vient de la raison. Il consiste à ne pas réduire l'autre au statut de moyen. Alors, le respect, c'est le sentiment moral. Si Kant dit que le respect, c'est le sentiment moral, ça veut dire que c'est le seul. Même Johnny Hallyday est capable de comprendre que s'il avait dit un sentiment moral, et il y en aurait eu plusieurs, mais puisqu'il a dit le... c'est seul. J'ai toujours pensé qu'une certaine lenteur était nécessaire à l'exercice de la philosophie. Hein. N'oubliez jamais que Nietzsche a dit que le modèle du philosophe, c'est l'aigle, pour sa hauteur de vue, le renard, parce qu'il s'intéresse à tout, il va fureter partout, mais aussi la vache, pour sa pratique de la lente rumination. Et ben, je pense qu'une certaine lenteur n'est pas un obstacle à la philosophie. Ceux qui veulent être trop intelligents ne sont pas bons philosophes. Ils veulent toujours prouver le brio de leur esprit. Et c'est pas forcément comme ça qu'on trouve la vérité. Parfois, il faut prendre son temps et donc s'arrêter sur le fait que Kant a dit le sentiment moral et non pas un sentiment moral. Et du coup, il y a une différence. Et du coup, c'est le seul. Mais oui. Et en effet, alors, est-ce que ça veut dire que les autres sentiments sont immoraux? Pas du tout. Les autres sentiments sont amoraux. Ça veut dire que les autres sentiments sont ni bons ni mauvais, ils sont neutres. Vous voyez? Quand Kant dit que le respect, c'est le sentiment moral, eh bien, il nous murmure que le respect ne peut pas faire de mal. Alors que les autres sentiments, alors non pas qu'ils soient immoraux, c'est-à-dire mauvais, ils sont amoraux, c'est-à-dire neutres. Vous voyez la différence entre immoral et amoral. Immoral, ça veut dire mauvais. Amoral, ça veut dire ni bon ni mauvais. Eh bien oui, les autres sentiments peuvent nous faire faire le meilleur et le pire. L'inclination, ça peut nous faire faire le meilleur comme le pire. Ça peut nous faire faire le meilleur parce qu'on peut avoir une petite inclination, une petite pitié pour un malade, un petit élan de sollicitude, vous voyez, qui fait qu'on aime tellement cette pauvre vieille dame qui souffre qu'on va avoir un petit geste pour elle qui va lui faire vraiment du bien. On va écouter ce que ces pauvres mains racontent, comme disait Brel dans la chanson « Chez ces gens-là ». Mais l'inclination, ça peut faire le pire. J'évoquais l'inclination strauss-kahnienne tout à l'heure, qui fait que tout d'un coup, j'ai un élan pour vous, donc je n'arrête pas cet élan. L'amour, ça peut faire le meilleur comme le pire. On n'a rien fait de plus beau que quand on a aimé. On n'a rien fait de pire que quand on a aimé, puisqu'on peut tuer par amour. Et on peut s'humilier par amour. On peut vouloir être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. La crainte, ça peut faire le pire comme le meilleur. Ça peut conduire au pire, la lâcheté. On a peur, on fuit. Et on est lâche. Mais ça peut aussi être nécessaire, la crainte. Quelqu'un qui n'aurait jamais peur, c'est quelqu'un qui va prendre trop de risques. Donc c'est pas mal que votre fille ait peur des hommes aux bains baladeuses, qu'elle fuit les hommes un peu ambigus. L'admiration, ça peut faire le meilleur comme le pire. Ça peut faire le meilleur. Moi, je pense que tout ce qu'on a fait de bien, c'est souvent parce qu'on a admiré des gens. Moi, j'ai admiré un professeur de philosophie, j'ai admiré un professeur de violoncelle, et ben maintenant, je fais un peu de philosophie, un peu de violoncelle. J'en fais pas très bien, mais l'admiration, j'ai envie d'être aussi bien que lui. Et du coup, ça donne la force de travailler pendant des heures et des heures. La deuxième suite de Bach, qu'on jouera jamais bien, ça leur donne la force de lire une fois, deux fois, trois fois les fondements de la métaphysique de Meurs de Kant ou la critique de la raison pratique ou de la raison pure. C'est pas toujours très facile. Mais les Allemands admiraient Hitler. Donc l'admiration, elle peut faire le meilleur comme le pire. Et donc le respect, dit Kant, c'est le sentiment moral. Parce que tous les autres sentiments peuvent nous faire de bonnes choses comme de mauvaises choses.
le respect, il ne nous fait faire que de bonnes choses, disait Kant. Deuxièmement, il vient de la raison. Il vient de la raison. Alors que la crainte de l'arachnophobe lui vient de sa part émotionnelle, elle fuit sans l'avoir raisonné. En revanche, c'est parce qu'on a raisonné qu'on a respecté l'autre. Je vais le dire tout de suite. Dernière chose que je veux dire pour terminer ce grand 3. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Le respect s'adresse à l'autre en tant que personne. Les autres sentiments s'adressent à l'autre en tant que personnage. Me suivez-vous sur ce plan? Quelle différence il y a? C'est pas moi qui ai inventé que le respect s'adresse à la dignité de la personne humaine. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Vous avez ça dans toutes vos chartes. Dans toutes vos chartes, vous devez respecter la dignité de la personne en situation de handicap. Vous devez, si vous travaillez en maison d'accueil spécialisée, en CESAT, vous savez tous les acronymes à la con là. Enfin, bon. Si vous travaillez en maison de retraite, en EHPAD, vous devez respecter la dignité de la personne âgée. Si vous travaillez au CHU, au CHU, vous devez respecter la dignité de la personne malade. Donc, le respect va à l'autre en tant que personne. Mais oui, parce qu'il faut distinguer entre la personne et le personnage. Regarder un homme comme un personnage, c'est être attentif à ses particularités, à ses qualités, comme on disait jadis. Quand on vous demande vos qualités, on ne vous demande pas de dire que vous êtes belle, cultivée, que vous faites bien le bœuf mode et que vous êtes quelqu'un de plutôt généreux. Non, on vous demande de faire la liste de vos qualités et de vos défauts. Les qualités de quelqu'un, c'est ce qu'il qualifie. Hein. Donc, regarder un homme comme un personnage, c'est être attentif à ses qualités, c'est-à-dire à ses particularités. Regarder un homme en tant que personne, c'est le regarder indépendamment des qualités qui font de lui un personnage. Bref, l'équation est peut-être toute simple. Personnage moins qualité égale personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est un personnage auquel on a ôté ses qualités. Bref, pour le dire à la manière de Musil, la personne, c'est l'homme sans qualité. Vous savez, il y a un grand roman de Musil, grand roman autrichien d'entre-deux-guerres, qui s'appelle L'homme sans qualité. Dans cette œuvre-là, L'homme sans qualité, Musil ne nous parle pas d'un personnage qui a plein de défauts. Il nous parle d'un personnage neutre, qui n'a ni qualité ni défaut, vous voyez? Et alors, en effet, regarder un homme comme un personnage, c'est le regarder en étant d'abord attentif à ses qualités. Et alors à ce moment-là, justement, vous allez soit incliner vers lui, ou elle, si elle vous plaît, ou au contraire avoir du dégoût. Vous allez avoir de l'amour ou de la haine, vous allez avoir de la crainte ou le contraire, de l'admiration ou de la détestation. Tous les sentiments, autres que le respect, s'adressent à l'autre en tant que personnage. Mais le respect, lui, il s'adresse à l'autre en tant que personne. N'est-ce pas? Et le mot personne est un mot qui est très ambigu, parce qu'il désigne à la fois une présence et une absence, n'est-ce pas? On peut dire qu'il y a 90 personnes dans cette assemblée, ça veut dire 90 présences. Mais on peut dire aussi qu'il n'y avait personne au rendez-vous. Ça veut dire une absence. C'est sur cette ambiguïté du mot personne qu'a joué Ulysse, rappelez-vous. Hein. Il dit au cyclope Polyphème, qui lui demande qui es-tu, il dit je suis personne. Et après que Ulysse a crevé l'œil unique du cyclope, on se souvient de cette scène terrible où le pauvre Polyphème, hurlant de douleur, va vers ses copains cyclopes, qui lui demandent qui t'a fait ça, Polyphème, qui t'a fait ça? Et Polyphème répond c'est personne. Et les autres cyclopes rient d'un rire gras, pensant que ça y est, Polyphème a encore abusé de nectar, ce qui picole, bon, et qui donc il s'est fait ça tout seul. Donc, regarder un homme comme une personne, c'est à la fois être attentif à la présence de la loi morale en lui, qui fait qu'il doit être respecté, mais c'est aussi se désintéresser, voyez, des qualités qui font de lui un personnage. Donc, quand on vous demande de respecter la dignité d'une personne malade, on vous demande de vous désintéresser du fait que cette personne soit un personnage grand ou petit, noir ou blanc, féminin ou masculin, désirable ou rebutant, voyez, admirable ou détestable. Et donc, le respect, c'est le sentiment moral qui vient de la raison et qui s'adresse à l'autre en tant que personne.